Bonjour à tous, ça va? Bon, non, c'est pas la grosse patate quand même, hein. Alors aujourd'hui, on va parler de Quarkus et son leitmotiv, c'est supersonic subatomic Java, donc c'est assez marketing. On va passer très rapidement sur pourquoi c'est très rapide, pourquoi c'est très petit en mémoire. Je vais me concentrer plutôt sur la partie développement et utilisation de Quarkus dans ce Tools in Action, puisqu'après tout, c'est un Tools in Action. Et donc moi, je suis Emmanuel Bernard, je suis chez Red Hat, Distinguished Engineer, et j'ai pas mal travaillé sur la partie Hibernate et pas mal d'autres choses. Et donc dernièrement en date, j'ai aidé à co-créer Quarkus. Alors Quarkus, c'est une stack de Java pour développer des applications qu'on va appeler d'entreprise. Alors, les applications d'entreprise, c'est des applications qui parlent à une base de données et qui font du reste ou plus, d'accord, tout simplement. Euh, alors, on peut faire tout, mais notre objectif, c'est de se concentrer sur les applications dites cloud native. Et la façon dont je le définis, moi, c'est des applications qui embrassent ces notions de plateforme sur lesquelles on peut déployer rapidement les choses, qui doivent scaler up and down de manière rapide, et qui s'appuient sur d'autres services, notamment le messaging, la base de données, etc., pour gérer l'état et se concentrent sur le corps applicatif. Donc, si vous faites du Kubernetes, si vous faites du cloud provider, si vous vous rapprochez de ces choses-là, vous êtes dans le vrai. Et puis, on se concentre sur des applications dites microservices, voire jusqu'à serverless, parce que c'est là où ça brille particulièrement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de macroservices avec Quarkus, mais en tout cas, vous savez où l'équipe passe son énergie. Alors, il y a quatre grands objectifs de Quarkus. Le premier, c'est la simplification pour le développeur. Alors, c'est une plateforme qui se veut cohésive en anglais, pardon, et qui essaie d'unifier beaucoup de choses. Donc, on a un seul fichier de configuration, en tout cas de manière optionnelle. On n'a pas un fichier persistance.xml, un fichier validation.xml et un autre. Tout ça, c'est dans un seul fichier de config et du coup, c'est beaucoup plus simple. Il y a moins de cérémonies à gérer sur chaque framework. En fait, c'est vu comme une seule stack plutôt que chaque framework indépendant. Il y a le mode Live Reload qui demande zéro configuration dans votre IDE. C'est juste, on démarre et ça fonctionne. Alors là, on va le montrer pendant aujourd'hui. On simplifie beaucoup les cas d'usage communs. On va voir ça avec Hibernate, avec Panache, Hibernate with Panache. Et puis, on permet de générer les images natives. La deuxième partie, le deuxième bénéfice, c'est que c'est extrêmement petit en consommation mémoire et en temps de démarrage. Euh, on a fait ça en faisant beaucoup de choses au build time plutôt que de choses au startup time. Quand on voit Spring, Hibernate, etc., ils font plein de choses au startup time, trouver les getters, etc., etc. Donc en faisant ça, rien qu'avec la même JVM OpenJDK, on arrive quasi à diviser par deux pour une vraie application REST plus JPA. Et quand on fait de la compilation native, on fait du x8, x10 en fonction du besoin. Et les temps de démarrage, c'est pareil. Une vraie appli, ça va jusqu'à quasi 10 secondes dans les stacks un peu plus traditionnels. Et puis sur Quarkus avec OpenJDK, on est beaucoup moins. Et puis en image native, c'est là où ça brille particulièrement. Un autre objectif, dont je ne vais pas vraiment parler aujourd'hui, c'est l'unification entre l'approche impérative et l'approche réactive. On veut pas, enfin aujourd'hui, les gens, ils ont soit une stack réactive, soit une stack impérative, mais il n'y a pas un mariage des deux. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous ayez la même stack à disposition et vous faites le choix entre l'impératif ou le réactif, ou marier les deux dans une même application en fonction de vos besoins. Et le dernier point, c'est que vous avez déjà 5 ans d'expérience dans Quarkus. Donc ça, c'est quand même bien pour un framework qui a 1 mois et demi. Pourquoi? Parce qu'on expose et on s'appuie sur beaucoup des frameworks que vous utilisez déjà et que vous aimez, framework ou standard. Donc CDI, Microprofil, Hibernate, Camel, REST-Easy, etc., etc. Donc toute votre expérience là-dessus, vous pouvez la réutiliser telle quelle. On va voir ça un petit peu. Et puis Quarkus, c'est un système qui fait beaucoup de choses au build time et qui permet à d'autres frameworks finalement de démarrer au build time. Et donc on a tout un système d'extension. On en a une quarantaine et on en veut beaucoup plus. Donc des gens aident à contribuer là-dessus. Euh, voilà, je ne vais pas passer beaucoup plus de temps là-dessus. Et on va se concentrer sur la démo. Donc j'ai un tout petit... Ah super, merci. Donc avant qu'on s'en aille, j'ai des stickers notamment sur Quarkus, donc vous pouvez aller en récupérer à la fin du talk. Donc j'ai créé une application grâce
à notre, comment on appelle ça, enfin, un petit truc pour créer une petite application de base. Ensuite, j'ai copié les ressources web, donc la partie graphique, etc., pour aller un petit peu plus vite. Et puis, j'ai démarré mon IDE. Et voilà, c'est tout, d'accord? Donc, dans mon application, elle est toute simple. Il y a une ressource REST Easy, JAX-RS, hello resource, qui retourne hello sur le pass hello. Et puis, j'ai la configuration, mais il n'y a rien dedans. Et puis, j'ai un test, d'accord? Donc, ce qu'on peut faire, c'est commencer à démarrer Quarkus. Et on va le démarrer justement en mode développement, en mode live reload. Donc, je le démarre. Il démarre le mode debug. Et là, il a démarré CDI et REST Easy. Et ça y est, c'est déjà démarré. On a mis une seconde là. Et puis, ben, on est prêt à coder. Donc là, on va dire... oups, je suis où là? Voilà. Hello Devox. Ah, je ne vous ai pas montré. On va démarrer l'application quand même, localhost. Par défaut, on a une page d'atterrissage, entre guillemets, qui vous explique comment utiliser Quarkus. Et puis, si je fais sur ma ressource Hello, voilà, on voit qu'il y a Hello Devox. Si je mets Hello Devox France, je reviens, je rafraîchis. J'ai pas compilé, j'ai pas déployé, j'ai pas packagé. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, dans mon IDE, j'ai tapé quelque chose, ça a compilé, l'IDE a compilé, et Quarkus a détecté ce changement-là. Donc on le voit ici, il dit tiens, j'ai détecté un changement de ressource, je m'arrête, je redémarre l'application entièrement, et je réponds à la requête. Tout ça en 186 millisecondes. Donc c'est un peu comme faire du PHP, mais bien, tu vois, parce que c'est du Java. Alors, ça marche aussi pour les tests. C'est hyper rapide parce qu'on fait pas mal de choses au build time et on le fait aussi rapidement. Mais ça veut aussi dire que pour les tests, on peut les lancer. Alors, celui-là ne va pas marcher parce qu'il y a Hello Devox France. Voilà, donc on a vu qu'il ne marchait pas. Je rafraîchis, je relance. Et là, il fonctionne. D'accord? Donc, on a un système de test. On a juste à faire, c'est l'annoter add Quarkus test. Ça démarre Quarkus, l'application entière, tout ce que vous avez dedans. Et là, on fait une requête REST et on teste le résultat. OK. Bon, bah, ça, c'est bien, mais on veut faire un truc un peu plus sérieux. Donc, on va faire une application to-do. Donc, on a le front-end déjà. Localhost to-do.html. Ah bah non, parce qu'on n'a pas, parce que je l'ai éteint. Alors, on va avoir besoin, j'y reviens, on va avoir besoin dans l'application d'avoir un peu plus de dépendance. On a besoin d'Hibernate, par exemple, pour persister dans la base de données. On va avoir besoin d'un certain nombre d'autres frameworks. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les extensions disponibles dans Quarkus. Donc, Quarkus, en fait, il est pas mal exposé en tant que plugin Maven. Donc, Quarkus list extensions. OK. Là, ça va pas marcher. Pourquoi ça va pas marcher? Pardon? Oh, merci. Alors, il y a à peu près 40 extensions aujourd'hui, du driver JDBC au connection pool, au moteur de transactionnel, etc. On peut les voir sur le site web, il y a une page, et puis on peut aussi rajouter des extensions. Donc là, je vais utiliser le plugin Maven, mais ce qu'on va voir, c'est que rajouter une extension, c'est assez simple. C'est en fait rajouter une dépendance dans votre pomme. D'ailleurs, on voit que IntelliJ a dit tiens, j'ai détecté un changement dans le POM, est-ce que tu veux voir? Et ce qu'on voit, c'est que j'ai simplement rajouté ces dépendances. D'accord? Les extensions, elles, vont aller récupérer Hibernate, le driver JDB, PostgreSQL, etc., etc. OK. Qu'est-ce qu'on. Bah, on va la démarrer, cette appli. Donc, on va la redémarrer en mode compilation live reload. Voilà. Du coup, maintenant, je vais pouvoir vous montrer la page. Ça devrait mieux marcher. Voilà. J'ai une appli to do, mais qui ne fait pas grand-chose parce qu'il n'y a pas de back-end. Alors, ben, on va le coder. Alors, je vais tricher un tout petit peu. Tac, tac. Ce que je vais prendre, c'est les settings de la base de données. Donc, tout ça, je n'ai pas de persistance.xml. Je ne suis pas obligé de faire ça. Je peux si j'ai envie, parce qu'il est optionnel et on supporte JPA. Mais là, je vais utiliser le fichier de configuration Quarkus. Et puis, ben, pourvu que j'ai qu'est-ce que j'ai fait là? Pourvu que j'ai une URL, un driver, username, password, ben, il sait, et que j'ai des add entity, ben, il va démarrer Hibernate et ça va bien se passer. D'accord? Donc, bon, ben, on va démarrer. On va rajouter une ressource.
On va, voilà, le pass API. Donc ça, c'est du JAX RS classique. On va dire qu'on consomme le media type, c'est celui-là, je crois. Voilà, JSON, et qu'on le produit aussi. Voilà, ça permet de préciser les dépendances dont on a besoin. Et puis ensuite, on va juste exposer une liste de to-do. Et puis cette liste de to-do, on va faire get all. Voilà, on va voir comment ça se passe. Alors to-do, c'est mon fichier, ce qui représente mon flux JSON, enfin mon objet JSON. Donc bah, je vais créer une classe Java pour le représenter. Et puis comme c'est assez simple, je vais aussi faire mon entité. Donc je peux utiliser JPA en mode normal, c'est-à-dire juste add entity, ensuite injecter mon entity manager, etc. etc. Mais là, on va utiliser un truc qui s'appelle Hibernate with Panache, qui va nous permettre d'être beaucoup plus compact et fluide dans le code. Donc là, on utilise un pattern qui s'appelle Active Record, qui dit ben, mon entité est là et mon état et les méthodes d'accès. C'est comme si on mergeait le DAO et l'entité en un seul objet. Vous pouvez utiliser l'approche repository, DAO, si vous voulez. Là, je vais vous montrer le mode plus, on va dire. Puis comme on est en Panache Entity et que Quarkus fait plein de choses au build time, on va pouvoir générer des choses au niveau du bytecode. Par exemple, l'ID, on n'a pas besoin de l'écrire puisqu'il va déjà être créé. Donc là, je vais mettre un titre. Je vais mettre une URL. Je vais mettre savoir si la to-do a été complétée ou pas. Et puis, je vais mettre un ordre pour pouvoir savoir quelle propriété est plus importante que l'autre. Alors le titre, par exemple, je vais utiliser Hibernate Validator. Je vais lui dire qu'il n'est pas nul et je vais lui dire que la colonne, elle est unique. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Alors order, pour info, c'est un mot-clé dans SQL, donc je vais changer le nom de la colonne. Non, name. Allez, on l'appelle ordering. Et donc, là, j'utilise des fields publics. Oui, encapsulation. Bon, alors l'approche là qu'on dit, c'est bon, bah, les fields, de toute façon, si vous mettez rien dedans, entre un getter public qui juste délègue au field et ça, il n'y a pas vraiment de différence. Si vous voulez rajouter des getters, vous pouvez les écrire et notamment mettre du to uppercase ou faire du fonctionnel dedans. Et à ce moment-là, au build time, en fait, Hibernate with Panache, il va détecter les appels au champ et il va les réécrire pour les appels au getter et au setter. Donc vous avez un peu comme Lombok, pas tout à fait, mais un peu comme Lombok. Donc vous avez l'encapsulation qui va bien à ce niveau-là. Et surtout, c'était beaucoup plus rapide à écrire. Autre avantage donc, du mode Active Record, c'est que on a cet objet qui est le merge entre mon repository, mon DAO et mon entity. Donc j'ai un certain nombre de méthodes ici. Notamment, bah, je peux aller récupérer tous les objets. Et puis en fait, je veux les ordonner par order, puisque c'est ma priorité. Okay. Ensuite, je reviens ici. J'ai pas redéployé j'ai pas repackagé, etc. J'ai juste rafraîchi l'appli. Puis là, il n'y a toujours rien. Oui, ma base de données, elle est vide. Base de données, c'est un Postgres qui est démarré là dans le numéro 2. Là. Voilà. Hop, je vais revenir. Je suis là. Alors, dans Hibernate, pour ceux qui connaissent, il y a moyen de rajouter un fichier qui va être exécuté au démarrage, qui s'appelle import.sql. Et là encore, je vais tricher. Je vais copier les inserts que je vais rajouter dedans, qui va correspondre à mon jeu de test de ma base de données. Et ce truc-là, il est écouté par Quarkus aussi. Donc, si je reviens ici et que je rafraîchis, j'ai les données. D'accord? On a détecté que l'import.sql avait changé. Quand vous faites un rafraîchissement de votre page, eh ben, on redéploie l'application, on la déploie, on copie l'information dans la base de données et on vous affiche. Et tout ça, vous n'avez rien vu. Quand même pas mal. Alors là, on a ça, mais on a la liste, mais on ne peut pas en créer. Donc bah, on va écrire la chose pour créer. On va faire un post. On va, c'est transactionnel, donc on a un moteur transactionnel complet qui peut faire même du two-phase commit, etc. Il démarre très vite, tout va bien. Et on va faire un... Excusez-moi. Ah merci, ouais, j'ai déjà fait la faute. Ok, donc on va récupérer un objet to-do. On
on va le valider, tiens, avec Hibernate Validator. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est AddValid. C'est l'intégration entre notre ami Jack CRS et Bin Validation. Et puis, comme on l'a validé et que la to-do elle est déjà là, ce qu'on va faire, c'est que on va la persister. Donc là, vous avez vu, la méthode persiste, elle est déjà attachée sur to-do. Donc on a moins de code, on n'a pas à injecter un repository, faire des choses comme ça. Et puis on a juste à retourner response.status. Voilà, créer, génial. On va retourner l'entité, qui est un objet JSON, je vous rappelle. On va le builder. Et voilà, donc là, ça devrait fonctionner. Donc je suis là, et si je fais ça maintenant, voilà, je l'ai bien créé. Et si je rafraîchis, l'objet est toujours là, donc il a bien été stocké dans la base. Par contre, les modifications, elles ne sont pas là. Donc là, on va pas le faire parce que c'est quand même globalement la même chose. Je vais juste copier le code de l'update. On utilise patch. Et puis là, on récupère l'entity, on copie les valeurs, et puis ça se passe bien, hein. Ça va, c'est assez gros, vous voulez plus gros? Ok, merci. Voilà, donc là, pardon, hop, hop. Là, cette fois, si je fais ça et que je rafraîchis, il a bien été marqué comme effacé. Pardon, comme fait. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Il y a Clear Completed là qui n'a pas été fait, donc on va le faire. Donc on va ici, donc là c'est une opération delete, c'est transactionnel, donc je vais aussi mettre transactional. Et puis je vais faire un public clear completed. Et puis là, tiens, je vais décider que je vais l'utiliser à la mode DAO, donc je vais faire un clear. Bon, si j'arrive à écrire. Clear completed, et puis qui n'est pas là, hein, mais on va le coder après. Et puis je vais retourner. Ah oui, alors, pardon, clear completed, ça ramène une response. Hop. Et donc le response, je crois qu'il y a du no content, build, voilà. Donc ça ramène le bon type HTTP qui va bien. Donc clear completed, c'est là où c'est le pouvoir de l'Active Record Pattern. Avec mon auto-complétion et mon IDE, je peux lui dire, tiens, merci de créer la méthode. La méthode, je la crée. Et là, il faut que j'implémente la suppression de toutes les choses qui ont été, de toutes les to-do qui ont été completed. Donc, j'ai une opération delete sur laquelle je peux passer une requête. Et c'est une requête contextuelle. Donc, si je tape completed, vrai, tous les trucs qui ont été complétés sont fermés, sont effacés. D'accord? Donc, si j'arrive ici, et si je le lance, voilà, ils ont disparu. D'accord? C'est du SQL, mais c'est un morceau du SQL. Là, on sait on est sur to-do, donc le select to-do from to-do, il est inféré. Et ensuite, on sait qu'on va faire des requêtes sur completed, donc on l'écrit déjà. On écrit juste le nom du champ et puis la valeur de paramètre, et on a fini. Je vais vous montrer un truc un tout petit peu plus avancé. Mettons que je veux faire un moteur de recherche basique. Donc je vais faire public static void search. Je vais mettre un word, un mot que je veux rechercher. Et puis là, je vais faire un find. Je vais faire un find et je veux qu'elle soit pas complétée, et puis je veux qu'elle soit, pardon, title, like, $2. Et donc là, je veux pas qu'elle soit complétée, parce que celles qui sont complétées, ça ne m'intéresse pas, et puis je vais passer Word directement. Et là, j'ai créé ma requête, et là-dessus, je peux décider, est-ce que ça sera une liste? Est-ce que je veux faire de la pagination? Est-ce que je veux que ça soit un stream? Alors, ça reste des collection streams, hein, d'accord, pour l'instant. Est-ce que j'ai un seul résultat ou le premier résultat? Est-ce que je veux faire un count? Je peux faire un count avec une requête aussi pour ne ramener que les choses. Je peux avoir compter le nombre de pages, etc., etc. Donc, il y a pas mal d'opérations intéressantes dessus. Donc, moi, par exemple, je vais pas... qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas ça que je voulais faire. Voilà, je vais avoir du mal, en fait. Hop. Voilà, je vais paginer et puis faire la liste, par exemple. Ah, tiens, je vais faire un truc. Là, vous avez vu, j'ai fait une erreur. Là, je plaque. Il dit, ah, ça plante. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une erreur. J'ai oublié une erreur de compilation. Je vois bien que j'ai oublié
Ça, je rafraîchis. Et là, ça marche. D'accord? On a totalement copié l'expérience qu'il y avait dans Play 1, en tout cas les parties qu'on aimait beaucoup. Donc, pas de pitié. Voilà ce que je voulais vous montrer en termes de... Ah non, autre chose. Donc, l'application, elle tourne là et j'étais en mode dev et j'utilisais Hotspot. On va faire la compilation native. La compilation native, euh, ça demande pas mal d'informations. C'est la compilation native. Il faut toutes les classes sur lesquelles on veut faire de la réflexion, il faut les expliquer ça, etc., etc. On a simplifié ça avec Quarkus grâce au fait qu'au build time, les frameworks nous donnent plein d'informations sur les choses euh, dont ils ont besoin, sur lesquelles ils ont besoin de faire de la réflexion ou les ressources, etc., qu'ils veulent utiliser, etc., etc. Donc, au lieu de parler, je vais peut-être lancer. Ah non, attendez, je vais faire autrement. Hop. Et je vais mettre une petite notification, parce que ça, pour le coup, ça prend un petit peu de temps, la compilation native, puisque ça fait une analyse du code entier et ça fait ce qu'on appelle une hypothèse de monde fermé, closed world assumption. Du coup, ça passe sur tout le chemin de votre code en statique et ça élimine tous les codes qui servent à rien. Tiens, ce champ, il n'est jamais utilisé, je l'enlève. Tiens, cette méthode, elle n'est jamais utilisée, je l'enlève. Ce morceau de code, il n'est jamais utilisé, je l'enlève, etc. Bon, par contre, ça prend beaucoup de temps, mais ça permet d'avoir les tailles très très compactes dont on a parlé un petit peu avant. Alors, il y a plein d'extensions, une quarantaine d'extensions, je vous laisserai regarder, intégration avec Kotlin, Hibernate, Flyway, Infinispan, etc. Il y a des guides qui vous expliquent comment on utilise ça en pratique. Et notamment, le guide que je veux vous montrer, c'est le guide. Alors, on peut utiliser Hibernate ORM en mode classique, sans avoir à mettre le persistence.xml, ou alors en mode super pouvoir avec Panache. Donc, c'est ce que je vous ai montré, d'accord? On a une objet personne, on l'étend en termes active, en approche active record. On a les champs publics et on a nos méthodes de DAO qui sont là. On a les requêtes qui sont très contextuelles, donc vraiment un morceau de HQL, donc très compact et très lisible en termes de code. Euh, on peut réécrire les getters et les setters si vraiment on veut, s'il y a un sens fonctionnel. Et au build time, en fait, on va réécrire les appels de champ vers les appels de getter et de setter. Donc vous aurez votre encapsulation. Et après, sur un objet, eh bien, on est capable de le persister, de savoir s'il est persistant, l'effacer, lister tout, mais en faisant un sort, trouver par identifiant, etc., etc. Compter que ceux qui sont vivants, etc., etc. Tout effacer. On peut faire du stream, comme je vous ai expliqué. La pagination, elle est là. Donc, je crée une requête Panache Query, et puis après, je lui dis, ben, la page, je veux qu'il y ait 25 résultats, et puis je fais ma requête. Je passe à la page d'après, je passe à la page 7 avec une valeur de 25, etc. Je veux le nombre de pages. Donc on a essayé de simplifier les cas d'utilisation classiques et relativement simples. Pareil pour le sorting, l'ordonnancement. On peut faire classique un morceau de HQL ou alors on utilise l'approche avec le nom de méthode. Ça, on l'a déjà vu. Les requêtes simplifiées, on a déjà vu. Il y a plusieurs approches sur les méthodes de paramètres. Donc, pourcentage 1, pourcentage 2, ou alors avec des noms de paramètres. Je vous laisserai voir ça. Ce qui est plus intéressant pour moi, c'est pour ceux qui sont un peu réfractaires à cette approche Active Record, notamment avec les méthodes statiques, parce qu'ils disent, ah, moi, je veux absolument moquer tous mes trucs. Et du coup, si ce n'est pas une interface, moi, je ne vais pas pouvoir moquer. Vous pouvez utiliser l'approche repository. Donc, vous allez étendre Panache Repository pour le type personne. Donc, on va étendre le Find by ID, le List All, etc. vont être disponibles. Et puis après, vous pouvez écrire vos méthodes dedans avec l'approche compacte. Donc c'est assez similaire à Spring Data pour ceux qui utilisent Spring Data, sauf qu'on n'utilise pas les noms des méthodes pour exprimer les requêtes, on utilise cette forme compacte find parce qu'on trouve qu'elle scale un petit peu mieux en termes de lisibilité, notamment quand on veut commencer à écrire des requêtes qui sont customisées. Si là je veux un from avec un fetch et puis 3-4 paramètres. Ça, c'est des capacités que Spring Data il va vous demander de créer une nouvelle interface, une nouvelle implémentation de mémoire, etc. Nous, ça sera juste une méthode supplémentaire ici. Donc, bon, c'est des approches assez similaires. Et évidemment, vous êtes obligé d'injecter le repository et d'utiliser les méthodes dessus. Donc, moi, j'ai tendance à faire des tests plutôt d'intégration, donc j'utilise le modèle Active Record. Alors,
bah, c'est tout en fait. Je vais vous laisser des questions. Supersonic Subatomic Java, donc c'est très compact et très rapide à démarrer, voire même à répondre à la première requête. Pourquoi? Parce que, ça c'est l'approche avec la compilation en mode native, mais même quand vous êtes en mode hotspot, on fait tellement de choses au build time et on élimine tellement de chemins de code que le temps de démarrage finalement est pas mal diminué même avec hotspot, et la consommation mémoire qui sur les petites applications est vraiment dominée par le metaspace et les métadonnées que vous avez sur les classes. Et ben, vu qu'on a moins de classes, on a moins de consommation mémoire. Je n'ai pas été détaillé comment on fait les choses en détail. Il y a une conférence demain de 45 minutes là-dessus par mois. Et voilà. Et l'autre et l'autre point, c'est des librairies que vous connaissez, donc des modèles de programmation que vous connaissez. Et donc, vous avez, voilà, vous partez pas de zéro. Il y a juste la façon de démarrer, la façon de configurer qui va évoluer un petit peu. Le reste, vous connaissez. Voilà, je vais ouvrir pour les questions. Ouais, ouais. Si je veux déployer tout ça dans un Kubernetes, Ouais. une fois que j'ai fini mon package, je me base sur quelle base image? Bah, c'est à toi de voir. Nous, on arrive, on n'a pas vu là, mais on arrive avec une image Docker par défaut qu'on te propose, soit pour générer en JVM, soit en natif. Alors celle-là, elle s'appuie sur Fedora Minimal, mais après, c'est à toi de le faire. Ce qui est important quand tu fais la compilation native, les dépendances, c'est libc et zlib. Donc, quelle que soit ton image, il y a des grandes chances que tu aies ça, ou en tout cas, tu les rajoutes là-dessus et tu es bien. Qu'est-ce que je voulais rajouter là-dessus? Il y a petite info, la compilation native, elle est sur la plateforme sur laquelle on fait la compilation. Donc là, c'est mon natif, c'est du Mac. Ah, d'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais normalement, il a dû finir de compiler. Voilà. Et donc, quand je regarde en target, eh bien, je peux faire target Quarkus 1. Quarkus TIA 1.0 runner. Je le démarre. Ça y est, il a déjà démarré pour info. Je recommence parce que c'était un peu rapide. Voilà, ça a démarré. D'accord? Bon, oubliez ça, ça c'est Mac, c'est pas mon problème. Et l'appli, elle fonctionne, hein. Elle est là, hop, elle fonctionne. Je peux les marquer comme fini. Je rafraîchis, je clear complete. Voilà, c'est la même application, même fonctionnellement. Euh, du coup, je me rappelle pas. Je voulais. Ah oui, du coup, si tu veux compiler, mais pas pour une, parce que si tu prends ton exécutable Mac et tu le mets sur un Docker, ça va pas bien se passer. Mais on a un mode où tu peux dire, je veux compiler dans une image Docker, ce qui fait que tu l'as déjà prêt pour du Linux, enfin, avec cible Linux, et du coup, tu copies ce morceau-là dans ton container, container. Une autre question? Ouais, tout au fond. Très fort. Je pense pas que ça a un rapport avec Quarkus, mais c'est à ça que sert Small Ray, justement, ou pas? Non, ça c'est Undertow qui va exposer sur 80-80 D'accord. et derrière il va transmettre l'info à RestEasy, etc. Alors pour info, on est en train de rebaser Undertow, qui est notre moteur NIO, qui fait la servlette, etc., en dessous de Netty. Donc au final, ça sera Netty qui va ouvrir et écouter sur le port 80-80. Et après, il redirigera, si c'est pour d'une servlette, rediriger vers Undertow, pour du JAX-RS sur STZ. Et si c'est sur du réactif, ça sera Vertex Pure, par exemple. Donc on aura un routeur à ce niveau-là. C'est à mi-chemin, on a pas mal avancé, mais c'est pas encore tout à fait prêt. Une dernière petite question. Ouais, une minute et demie de question. Ouais. Après, on peut changer le port, évidemment. Il y a un fichier, il y a une configuration. Bon, on a vu que ça marchait bien avec Maven, mais est-ce que ça marche avec Gradle aussi? Ouais, ça marche avec Gradle aussi. Après, on est moins expert de Gradle, donc si vous voyez des problèmes là-dessus, dites-le nous, on va le corriger. Il y a un truc notamment qui n'est pas apporté, c'est le add extension, parce que Gradle est plus dynamique dans sa définition, donc c'est plus difficile. Et la génération d'un nouveau projet, elle est pas faite non plus, mais par contre, tu peux aller sur Quarkus.io, sur le Getting Started. Attends, j'arrive, pop, pop. Hop, tu montes là. Non, dans les guides, je crois d'ailleurs plutôt. Allez, Internet. Bon, enfin, si tu avais Internet, tu pourrais voir qu'il y a un guide Gradle et tu vas voir, il te montrera les étapes de démarrage. Une dernière question, allez hop.
C'est une question derrière? Bon, bah, merci d'avoir été là. Et si vous êtes intéressé sur plus de détails, on serait sur le bout de Red Hat. Et puis, il y a la présentation demain pour le comment on a fait en dessous. Mais vous avez déjà un aperçu, ça vous donne un petit peu comment fonctionne Quarkus et comment est l'expérience de développement, notamment en mode PHP mais bien. Merci.